Bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast dédié au bien-être animal. Animé par Anne-Claire Lévesque, ostéopathe animalier, et Laure Zwalen, physiothérapeute pour animaux, ce podcast est né de la passion de deux professionnels pour les animaux et l'innovation en santé animale. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et des conseils précieux afin de garantir la santé et le bonheur de vos animaux. Bienvenue chez Animaux Physio-Ostéo, le podcast du bien-être animal. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec Alexandre Guercher, qui est ostéopathe humain et animaux. Je vous rappelle que nous avions fait un premier podcast sur les chevaux de sport avec lui. Et aujourd'hui, on va travailler, on va parler de l'ostéopathie et de la science. Je vais juste le laisser se représenter pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le départ. Et puis après, on ira direct dans le sujet. Super, bonjour à tous, bonjour à toutes les deux. Merci pour l'invitation encore une fois. Globalement, mon parcours, ostéopathe humain initialement, en 5 ans sur Lyon. Et après, j'avais fait une spécialité en ostéopathie équine, donc j'ai fait le camp de l'humaine à l'ostéopathie animale. Et après, pour être en règle, j'avais passé le fameux examen du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en 2019. Je travaille principalement en équine aujourd'hui à 80%, un petit peu d'enseignement et en cabinet à l'enseignement. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on identifie deux courants de pensée dans l'ostéopathie, le courant plutôt traditionnel et le courant qu'on va appeler plus moderne, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer à nos auditeurs un peu ces deux types de courants, leurs différences et ce qui les oppose? On va étayer un petit peu tout ça, en effet. Pour parler du courant traditionnel, c'est le courant qu'on va appeler un petit peu plus empirique, selon le créateur, en fait, selon style. Et après, tous ses successeurs, Magwood, John, etc. Lui, entre guillemets, en fait, il va être basé, est-ce que ça, il est critiqué aujourd'hui, il est basé sur l'effet de style qu'a mis en place, créé l'ostéopathie, qui a mis un nom un petit peu sur cette discipline et sur des croyances quelque part indirectement. Donc c'est pour ça qu'il est dit un peu empirique et traditionnel. Et aujourd'hui, on tend vers quand même l'indexation scientifique sur pas mal de choses avec la recherche. On parle plus, alors pas forcément de courant moderne, mais le terme qui est beaucoup utilisé, qu'on a utilisé dans le premier épisode, c'est EBP, Evidence Based Practice. Donc en fait, ça va être une ostéopathie qui va tendre à être plus basée sur la science, donc la recherche scientifique. Quand on dit recherche scientifique, c'est pas forcément sur la thèse de Pierre-Paul Jacques ou sur le mémoire de XYZ, c'est vraiment sur des études indexées, donc sur des corps, sur des rassemblements d'études, sur des études transversales ou autres, où on a vraiment des gros échantillons qui vont amener une conclusion fiable scientifiquement. Après là-dessus, il y a des statisticiens et puis des personnes qui vont expliquer beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'aujourd'hui le sujet ça va être un petit peu d'expliquer les deux directions. Il y aura une prise de parti qui sera purement personnelle sur ces deux directions-là. Mais c'est les deux groupes qui se dégagent. Ça va être un peu, on va dire, les empiristes et puis les EBP, si on a vu comme ça. Ok. Super. Du coup, comment l'ostéopathie animale a évolué en fait, ces dernières années en réponse aux avancées scientifiques? Alors, ce qui est intéressant là-dessus, je pense, c'est que j'ai la double casquette. Donc c'est vrai que l'humaine est un petit peu en avance. L'ostéopathie animale, in fine, elle a été prise de l'humaine à quelque part. C'est notamment notre Dominique Gignot qui avait à l'époque fait des formations d'ostéopathe humain et qui a appliqué en fait l'ostéopathie d'un bipède à un quadrupède, mais sur le principe les techniques restent les mêmes. On parle de structurel, de fonctionnel, de myofascial, de viscéral, de crânio-sacré. On reste des mammifères. Sur le papier, c'est la même chose. Aujourd'hui, la recherche en ostéopathie animale, elle est assez néante. Il y a quand même beaucoup de blancs. Et toutes les études sont quand même basées sur l'humaine. Après, je pense qu'on peut vraiment faire la corrélation entre mammifères sur ce qui est appliqué sur l'humaine. Ou constaté sur l'humaine peut être constaté sur l'ostéopathie animale. Donc je dirais que l'évolution elle est quand même à 10 ans de retard par rapport à l'humaine sur l'ostéopathie animale. Même aujourd'hui sur ce qu'on demande au CNOV, on parle encore de chaîne lésionnelle, on parle de dysfonction ostéopathique. On sait que c'est complètement caduc aujourd'hui, mais on l'enseigne un peu en noix. Alors après ça fait foi d'examen, c'est-à-dire que les chaînes permettent de réfléchir biomécanique, anatomie, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire en pratique. Et puis, donc je pense qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir avec un petit peu de retard par rapport à l'humaine. Mais aujourd'hui, je pense que je vais plus parler de la recherche en humaine qu'on va corréler à l'ostéopathie animale parce qu'il y a plus de sources. Ok. Et du coup, est-ce que tu connais des recherches récentes qui ont un impact sur la pratique de l'ostéopathie animale ou sur les traitements? Et est-ce que ces recherches-là ont eu un impact sur ton travail au quotidien? Alors, il y en a eu pas mal. Je ne vais pas forcément citer tous les noms, on pourra peut-être les mettre en sommaire derrière sur des comptes à suivre.
qui le font beaucoup mieux que moi en termes de relais d'information, de citer toutes les études qui montrent que. Ce qu'on peut dire dans un gros résumé, c'était une formation aussi que j'avais fait qui était très intéressante sur les neurosciences de la douleur et puis l'état actuel de la science en ostéopathie. Globalement, c'est là où aussi j'ai eu un espèce de déclic dans ma pratique. Ce qu'on sait aujourd'hui, alors je vais pas forcément me faire des copains sur ce discours-là, mais ce qu'on sait aujourd'hui en ostéopathie, c'est que finalement, déjà le terme de dysfonction est complètement caduque, la notion de chaîne lésionnelle l'est complètement aussi. Notre impact, en fait, régulièrement en ostéo, on dit qu'on travaille sur la mobilité articulaire, choses comme ça. En fait, il faut changer un petit peu la sémantique. On a plus un impact par la thérapie manuelle et l'ostéopathie, on va dire au sens large, sur la modulation de la douleur. Donc, en fait, finalement, un ostéopathe que tu vas faire un traitement, il va plus avoir un rôle un peu antalgique, en loco-régional, et avec un effet à court terme. Ça, c'est ce que démontrent les études. Globalement, on sait qu'il y a des choses comme les cervicales aiguës, les dorsolombalgies, des choses comme ça, on a vraiment une efficacité qui est démontrée. La part du traitement manuel dans une prise en charge, alors là c'est plus sur l'humaine, elle est à hauteur de 15 à 20%. C'est-à-dire la part du traitement, c'est-à-dire du thérapeute sur son acte physique, finalement en fait c'est qu'une petite part du traitement. Et en fait le reste va être corrélé par ce qu'on appelle l'aspect biopsychosocial, qui est aussi vachement mis en avant. C'est les capacités d'intégrer un patient dans son environnement, de comprendre ses plaintes, de l'écoute, d'où le rôle de l'anamnèse, et puis du coup de l'écoute du patient. Et la partie conseil ultra important. La rééducation active, là aussi tout au plus. Par exemple, le patient qui vient pour une lombalgie aiguë, finalement, le rôle de la thérapie manuelle ou de l'ostéopathie, si on l'appelle comme ça, c'est 10-15% de la consultation. Mais en fait, ça veut dire qu'on est inutile, mais ça veut dire qu'on a une petite part sur l'acte physique. Et en fait, la suite, ça va être fait sur des explications, lui faire comprendre sa douleur, et derrière de la rééducation active. Typiquement, je prends un lumbago, trouble fonctionnel sans pathologie sous-jacente. On pourrait presque soigner le patient en faisant que de la rééducation active. On inclut un petit peu de thérapie manuelle, on va l'aider aussi. Mais en fait, j'explique ça aux patients comme une recette de cuisine. On a différents ingrédients, et quand on assouplit les ingrédients, on arrive à avoir un plat. Le plat, c'est la réussite, de l'amélioration de la qualité de vie ou de la douleur du patient. Donc les études aujourd'hui tendent un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on change un peu de notre discours sur la notion de dysfonction et de mobilité. On tend vers en fait une modulation de la douleur, avec un effet à court terme et un accompagnement derrière en termes de conseils et de rééducation active. Ou après la place de la physio, du kiné, des choses comme ça. En humaine, ça m'arrive régulièrement de renvoyer des patients où on a des cervicales de tension, avec des maux de tête cervicaux frontaux, on sait que c'est des céphalées de tension, et souvent, bon, c'est un manque de renforcement des stabilisateurs d'omoplate. Et ben là, mon travail d'ostéopathe, ça va être de lui un peu la cervicalgie. On a un effet à court terme, mais derrière, si le patient ne bosse pas de son côté, il va revenir dans 15 jours. Là, c'est aussi notre rôle. Et je pense que le rôle de conseil, il est hyper important. Et d'être aussi dans le consentement éclairé, c'est-à-dire d'expliquer aux patients qu'on est efficace sur du court terme à ce moment-là. Mais que derrière, un travail de fond, chez le kiné, ou s'il veut pas chez le kiné, avec un entraîneur ou autre, pour améliorer sa douleur, mais qu'elle soit pérenne dans le temps. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de la question, dans ma pratique, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je tends plus vers de la thérapie manuelle que de l'ostéopathie au sens empirique du terme. C'est vrai qu'il y a des études aussi qu'on a montré le fait que le crânio sacré, ça n'existe pas forcément, que ce serait un gros biais de ressenti du praticien, c'est-à-dire qu'on met quelque chose dans la tête et en fait on se force à percevoir quelque chose qui n'existe pas forcément. La mobilité de la SSB, évidemment, elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en crânien, parce qu'on peut très bien avoir un aspect loco-régional, musculo-squelettique et myofascial sur le crâne, mais pas selon justement le discours empirique qui est une flexion de la SSB, la mobilité des os, de la périphérie du crâne, etc. C'est tout ça qui change un petit peu dans les discours actuels. Du coup, c'est un peu difficile si tu dis que tu dois avoir le ressenti du patient, d'avoir le ressenti d'un cheval quand tu fais des études. Alors, exactement, c'est ça. Pour ça que les études en ostéopathie animale sont compliquées. Ceci dit, j'avais posé la question lors d'une formation à des ostéos qui ont bien fait avancer les choses. Laurent Favre, Jerry, Marco Gabuti, tout ça. J'ai fait la formation avec eux justement sur la neuroscience de la douleur. Et en fait, ce qui était hyper intéressant là-dessus, je leur avais posé la question de l'ostéopathie animale. C'est vrai qu'ils ont dit qu'il y avait peu d'études là-dessus, mais ils ont corrélé à l'ostéopathie pédiatrique, ou entre guillemets les études qui sont faites sur les bébés, où en fait on a un patient quelque part qui saute pas de repas et du nourrisson qui ne parle pas, et en fait on parle de triade thérapeutique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va rentrer justement dans cet effet biopsychosocial, à partir du moment où tu vas rassurer le propriétaire, lui faire comprendre ce qui se passe, comme tu vas rassurer les parents, tu as un effet indirect sur la personne concernée, donc le nourrisson ou le cheval. Typiquement, je dis pourquoi il y a un câblier qui vous appelle pour une douleur au sanglage. Vous faites votre examen clinique, quand on va se carrer là-dessus, tac, quand on regarde ce qui se passe, on a une suspicion d'ulcère ou de gastrite chez le cheval, on a besoin de référer. En fait, déjà, juste expliquer au propriétaire ce qui se passe, dans quel contexte, quels sont les pieds d'amélioration. En fait, on a fait une part du traitement. C'est-à-dire qu'on a pris le patient dans sa globalité, mais le patient cheval, ça veut dire le propriétaire, son environnement,
triade thérapeutique avec le thérapeute, et là on explique ce qui se passe. Et en fait, aujourd'hui, les études elles ont été corrélées en OA par rapport à un peu ce qui se passe en pédiatrie. Oui. OA, c'est ostéopathie animale. Et le SBS, il faudra aussi qu'on peut faire. Le SSB, ouais, c'est symphyse sphéno-basilaire, mais c'est des termes un peu plus ostéo. Ouais. Mais en gros, c'est la jonction entre l'occiput et le sphénoïde. Et en ostéo, on a pris parti de manière empirique de dire qu'il y avait de la motilité à cet endroit-là. Et on sait aujourd'hui que c'est pas le cas, mais voilà, c'est du coup ce qui va différencier deux discours où là où je vais scinder un petit peu les esprits entre les empiristes qui vont sentir le SLB soi-disant et les EBP qui vont dire que ça n'existe pas. Okay. Et comment les nouvelles technologies, comme par exemple l'imagerie, tout ce qui est IRM, échographie, influencent les traitements ostéopathiques? Est-ce que toi, tu profites de ces nouvelles technologies de ton approche ou bien comment ça se passe? Oui, la question est intéressante, un petit peu large. Je pense qu'on va prendre deux thèmes. Clairement, elle est intéressante aujourd'hui. Par exemple, si on prend un médecin vétérinaire au sens large, c'est sûr que il y a 30 ou 20 ans, les vétos, ils avaient... Comment on va pouvoir expliquer ça? L'aspect clinique s'est peut-être perdu un petit peu à défaut de l'imagerie aujourd'hui. Et c'est vrai que les générations d'avant, ils n'avaient pas d'imagerie. Donc, ils avaient un sens clinique qui était beaucoup plus évolué. Aujourd'hui, en ostéopathie, on n'a pas accès à cette imagerie-là, en tout cas, du moins pas en première attention, c'est pas notre rôle et pas notre boulot. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de développer notre sens clinique. Sens clinique au sens de la recherche palpatoire, observation, diagnostic différentiel, des choses comme ça. Donc, clairement, je pense qu'on peut se dire, sur le terrain, on peut être des bons cliniciens. L'imagerie, elle va être utile pour affirmer un diagnostic. Donc là, on n'est pas dans nos champs de compétences, puisqu'après, le diagnostic va être le champ de compétences du doc, au sens vétérinaire ou médecin. Par contre, c'est vrai que typiquement, par rapport au premier épisode sur des choses de concours, c'est intéressant parce que des fois, ça me permet de lever des hypothèses diagnostiques que j'avais, de se dire, tiens, je vais faire un cheval, par exemple, si on prend, je sais pas, un cheval qui se décale sur les sauts, comme on le disait, ça peut être soit ostéo, soit véto. Soit véto, il faut avoir toutes les pistes en tête, ça peut être des douleurs sacroiliaques, jarrelles, ça peut être des suspenseurs, ça peut être des cervicales basses. En ostéo, ça peut être aussi des dysfonctions ostéopathiques. Je pense que l'imagerie, dans le cas d'une séance d'ostéopathie pure, elle n'est pas forcément nécessairement utile parce que finalement, nous, on va traiter des troubles fonctionnels, donc non pathologiques sur le papier, donc on n'a pas besoin d'imagerie. Par contre, en travail d'équipe, elle fait clairement sens pour pouvoir affirmer le diagnostic, peut-être nous aussi nous rassurer sur certaines choses. Par exemple, moi j'ai vu des suspicions de fracture cervicale chez des chevaux qui ont été avérées par imagerie, clairement ça fait sens. Mais comme on a besoin un véto ou un urgentiste tous les jours de ces imageries-là. Après, je pense d'une séance d'ostéopathie pure, on n'a pas nécessairement besoin. Après, par contre, quand on travaille un petit peu dans le sport ou qu'on aime cet aspect locomoteur ou un petit peu plus médical, moi j'adore avoir des retours sur des chevaux référés et de plus en plus ça se fait où les vétérinaires vont envoyer les comptes rendus autres. Puis tu te dis tiens, là sur ma suspicion diagnostique, j'ai tapé juste. Donc là l'imagerie elle fait sens. Après sur une séance d'ostéo pure, alors il y a des fois des pourparlers en humaine. Est-ce qu'on pourrait peut-être, parce qu'on n'a pas le droit de poser un diagnostic, mais légalement on aurait le droit d'utiliser une sonde d'échographie sans forcément poser le diagnostic. Pourquoi pas? Mais après, est-ce que ce serait utile, à part pour affirmer, qu'on n'a pas le droit d'affirmer, mais pour suspecter telle ou telle pathologie? Je pense que chacun a ses champs de compétences. Il y a des radiologues et des échographistes qui font ça toute la journée. Donc je pense que nous, on peut rester sur notre axe ostéothérapie manuelle ou ostéopathie empirique, et puis laisser les images de l'imageur. Et travailler ensemble. Exactement. Ouais, souvent, moi, justement, des fois, la clinique ne va pas non plus avec l'image. Alors complètement, ça, pour une petite expérience de cas, j'avais une fois un cheval dans le salle de jeune niveau, où visite de contrôle, le cheval bougeait super bien, fonctionnait bien, pas grand chose à dire. Et puis je croise le véto qui suit le cheval, puis je dis attends, j'ai vu le cheval X qui fonctionnait vraiment bien. Puis il me dit je vais trouver comment, je dis écoute, j'ai pas grand chose à dire. Puis il me dit attends, je t'envoie par mail la totalité du truc. Et en fait la radio était juste catastrophique, il y avait des X-spines de tous les côtés, il avait une fibrose du ligament supraépineux, cervicale basse pété l'arthrose, le sacroiliaque inflammé. Mais en fait, là on a typiquement le tableau clinique qui est hyper intéressant, c'est pour ça que l'imagerie est importante, mais en tant qu'ostéo on n'a pas forcément besoin, parce que finalement on va faire une étude de qualité, de quantité de mouvement niveau astarticulaire myofascial. Moi j'ai un cheval qui bougeait très bien, qui fonctionnait très bien parce que très bien monté, très bien entretenu musculairement, qu'on fait à notre premier podcast, et finalement des imageries qui étaient complètement immondes, où le cheval en fait il arrivait par son travail régulier, par sa physio, par son mouvement à se maintenir, et en fait pour le coup la clinique ne corrèle pas à l'imagerie. Donc faut vraiment tout prendre en compte là-dessus. Ok. Tu fais beaucoup de choses est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui vient de plus en plus dans nos vies, est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir avoir un impact au niveau de la gestion des soins des animaux et du coup aussi au niveau de la gestion des alors je suis pas
très très performants en technologie, mais sur le peu où j'ai réfléchi, je pense que, alors je parle plus sur les chevaux parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus, mais clairement, alors sans les détails parce que j'aurais pas les termes technologiques, mais je pense que sur tout ce qui est boîterie et autres, on a vraiment quelque chose à faire. C'est vrai que de plus en plus, on regarde dans les grands centres d'orthopédie, notamment sur un match de Franck assez connu, en sursuite, ils ont la caméra qui va suivre les chevaux en dynamique, sur du sol mou, du sol dur, et je pense que maintenant, on va pouvoir peut-être trouver des trucs sur les boîteries où et je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs quelque chose qui a été créé caméra thermique. Alors, caméra thermique, c'est une chose, mais la zone de chaleur corrèle pas forcément systématiquement avec la zone de douleur. Alors, on entend inflammation, chaleur, rougeur, douleur, comme on l'apprend à l'école, mais c'est pas forcément systématique, parce qu'on a, par exemple, en Suisse, vous avez les bétois qui font de la thermo, mais c'est pas forcément toujours corrélé à la pathologie ou à une douleur. Mais par contre, je l'entendais plus sur le sens clinique, examen clinique, peut-être pour certains professionnels de santé du cheval, de gagner du temps, ou peut-être d'affirmer. Je pense que le diagnostic clinique est ultra important, mais en fait, il faut voir l'outil comme en fait une confirmation d'un bon examen clinique au départ. Mais je pense qu'il y a sur des boîteries, sur des choses très fines qu'on pourrait peut-être pas avoir à l'œil, même si l'œil reste ultra important. Et on voit des vétos qui font de l'ortho tous les jours, ils ont un œil qui est tellement fin que le moins de petits trucs ils vont le voir, même en hosto, quelque part, sur des choses de concours, on le fait parce que c'est ce petit détail. Mais l'IA, il pourrait ne pas substituer, mais elle pourrait, je pense, complémenter ou affirmer un avis vétérinaire ou un diagnostic. Peut-être pour les propriétaires aussi enlever le côté émotionnel. Parce que si on a l'impression que notre cheval boite et qu'on a peur qu'il boite, on va le dire qu'il boite alors qu'en fait... Là, c'est intéressant parce qu'on revient sur l'aspect qu'on appelle le biopsychosocial, où entre guillemets, tu vas indirectement influencer ton environnement. Donc c'est sûr que si tu es persuadé que ton cheval boite, tu vas demander un avis extérieur, que ce soit un véto, un osto ou même ton maréchal, ça va te rassurer. Tu vas te dire, ah tiens, il boite plus, mais ton cheval il n'a pas changé entre le moment où toi tu l'as observé, le thérapeute t'a juste dit verbalement tout est ok. Et là on rentre justement sur quelque chose qui est intéressant, qui est hyper intéressant, c'est moins palpable, mais ça va être de replacer l'individu dans son environnement et ses croyances. Et du coup peut-être que l'IA va pouvoir scinder un peu les deux en essayant d'avoir un truc plus binaire, en disant tiens je constate que mon cheval, l'informatique démontre qu'on a une boîterie, mon ressenti était juste, ou l'œil du vétérinaire ou de l'ostéopathe est confirmé, ou non. Mais je pense que ça peut prendre place à un moment donné, clairement. Le diagnostic. Ouais. Ou comme un... comme une aide, exactement, c'est ça. Je pense que l'œil de l'expert doit rester complètement. à sortir. Il y a 2-3 médecins, une médecin radiologue qui est assez connue sur les réseaux que je suis, je crois vous lui avez posé cette question, et clairement elle en a pas peur, elle dit que ça va être un super outil. Mais le sens clinique et la réflexion de l'humain restent prioritaires, mais je pense que derrière, même en médecine, ils tendent aussi en médecine humaine à avoir des outils où par exemple, c'est assez critiqué, mais tu rentres des symptômes, tu dis ça comme symptôme, comme c'est clinique, ça te donne la patho. Mais je pense qu'il faut le voir comme un raccourci, mais in fine, l'expérience du praticien et le savoir sera primant sur ça, sur l'outil informatique. Oui, il faut rester avec fier aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut le prendre comme un outil en plus. Ça te permettrait de lister en fait plein de pathologies auxquelles tu n'aurais peut-être pas pu penser non plus. C'est ça. Je pense d'avoir un dictionnaire en fait directement avec toi. Un Vidal un peu informatique. Et du coup, est-ce qu'il existe des protocoles de recherche en cours qui visent à démontrer scientifiquement l'efficacité des traitements ostéopathiques sur les animaux? Alors, sur les animaux, pas à ma connaissance, pour être honnête. Après, il faudrait peut-être piocher un peu en mode PubMed et tout, mais sur des sites de recherche scientifique, Cochrane, PubMed, Google Scholar, mais là-dessus, j'en ai pas des récents ou des sérieux à ma connaissance. Comme je vous le disais, après, si on parle de pyramide, un petit peu pyramide de fiabilité, tout ce qui est mémoire et thèse, on est tout en bas de la pyramide. Ce qui fait froid, c'est vraiment tout ce qui est cohorte, c'est-à-dire que c'est une accumulation d'études scientifiques qu'on va mettre ensemble, et après, en fait, on va mixer les résultats et puis prouver l'efficacité de plusieurs études avec des méta-recherches, justement des méta-analyses. C'est plutôt ça qui fait froid. Aujourd'hui, en ostéo, le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense qu'on ne pourra jamais prouver l'ostéopathie avec un grand O. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'ostéopathie, il y a un peu une philosophie, il y a un peu une vision des choses, il y a cette prise en charge globale, recherche de l'étiologie, machin, tout ça. Ça, à mon avis, on ne pourra pas parce qu'en fait, il faudrait prouver une philosophie, prouver une pseudo-science, c'est pas possible. Je pense qu'à terme, ce qu'on va pouvoir prouver, c'est d'isoler, mais comme on le fait tout doucement sur la thérapie annuelle, qui est une partie finalement de l'ostéopathie, aujourd'hui, on peut dire qu'on a de l'efficacité, comme on le disait, sur la modulation de la douleur via la thérapie manuelle. Je pense qu'en isolant comme ça des choses, on va pouvoir le prouver. Il y a des études
Sur les lombalgies chroniques, par exemple, on a constaté qu'on avait peu de résultats. Il y a des choses sur des cervicalgies aiguës, on a constaté qu'on avait beaucoup de résultats, voire même plus efficaces qu'un antalgique en termes de durabilité des manipulations. Donc je pense que c'est plus en isolant comme ça des motifs de consultation via des traitements un petit peu recettes. Après, le traitement recette est critiqué, mais à un moment donné, il faut bien se baser sur des schémas scientifiques pour après évoluer. Et après, on pourra réouvrir l'auto-noir. Mais je pense qu'il faut qu'on tende quand même à une rigueur scientifique là-dessus. Donc, je pense pas qu'on pourra prouver l'ostéopathie, mais on pourra prouver des schémas thérapeutiques qui vont rentrer après dans un cadre de c'est un thérapeute lui-même un ostéopathe qui les pratiquera. Et est-ce que toute cette évolution, ça permet aujourd'hui une reconnaissance un peu plus accrue au niveau des vétérinaires du monde scientifique ou c'est encore trop jeune? Je pense parce que c'est plus de l'expérience personnelle, mais par exemple, ceux qui étaient un petit peu plus ostéosceptiques, c'est sûr que quand tu dis à un neurochirurgien que la SSB elle bouge, je pense qu'il fait un salto arrière et je le comprends. Par contre, aujourd'hui, si on se tient à ce discours mais je l'ai eu l'autre fois avec un vétérinaire qui n'était pas contre l'ostéopathie et qui était contre le manque de fondement ou la vision un petit peu plus ésotérique du truc. Et en fait, on s'est posé autour d'un café, on a discuté, et puis je lui dis voilà, l'ostéopathie, il y a ça, mais dans l'ostéopathie, on peut isoler la thérapie manuelle. Dans la thérapie manuelle, on sait qu'on a un impact sur la modulation de la douleur, que du coup, la modulation de la douleur avec un effet antalgique et une bonne rééducation chez l'animal ou chez le patient, derrière, on peut avoir un gain de mobilité et une amélioration des symptômes. Il y a des études qui ont été faites, pareil, sur des patients fibromyalgiques, on a démontré qu'on augmentait la qualité de vie de ces patients-là. Oui, on ne soigne pas la fibromyalgie, clairement, ça fait mal d'avoir conscience, on ne soigne pas ça ou ça. Mais en fait, heureusement, on a un aspect de modulation de la douleur, on va améliorer la qualité de vie, donc on reste quand même dans une notion de prise en charge de la santé et pas du bien-être, parce qu'il y a un peu un débat, est-ce qu'on est bien-être, est-ce qu'on est santé. L'OMS définit quand même la santé comme le bien-être physique, mental et social, sans pour autant avoir des pathologies. Donc à partir du moment où on va améliorer la qualité de vie d'un patient, d'un animal, on reste quand même dans la santé, tout en restant dans notre compétence. Donc je pense qu'avoir un discours aujourd'hui plus scientifique, plus carré, et surtout, en fait, un professionnel de santé ne pourra jamais nous reprocher de faire notre boulot correctement à partir du moment où on est clair dans nos termes, qu'on a le consentement éclairé du patient, c'est-à-dire de rester dans une compétence. Moi, pareil, comme on disait dans le premier épisode, je ne soigne pas la fertilité. Je peux travailler sur des troubles musculo-squelettiques. Peut-être que ça peut se faire jument oculaire, va nous faire des chaleurs, mais en aucun cas, j'ai un impact sur mes FSH, LH, progestérone, oestrogène, ovulation. Ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, travailler en thérapie manuelle pour aider les juments peut-être à se sentir mieux et donc redéclencher des chaleurs, qu'on fait le premier épisode, là-dessus, ça fait sens. Et du coup, avec un discours comme ça, par rapport à des professionnels qui sont plus scientifiques, on peut clairement échanger, parce qu'on a un discours qui est carré, qui est référencé, qui est indexé, et on ne part pas dans tous les sens. Donc, je pense qu'on peut tendre à une amélioration, mais il faudra forcément donner resserrer un petit peu les taux de la démarche scientifique, éviter un peu l'ésotérisme là-dessus, que ça part dans tous les sens, qu'il y ait un consensus commun, qui est peut-être un petit peu le cas avec l'arrivée de l'examen au niveau du RNA, qui est pour le moment un petit peu trop en retard par rapport à la science, par rapport à l'humaine, mais je pense qu'on tend quand même vers quelque chose de positif. Oui, il faut qu'on soit d'accord. Et je pense qu'après, il y a 2-3 choses sur les formations aussi. Il faut voir sur tout ce qui est examen clinique, il y a aussi une différence. Ça, clairement, c'est important. Donc ça, c'est les prochains défis, en fait. Je pense, sincèrement, aujourd'hui, sans prétention aucune, mais j'ai intervenu un petit peu de manière extérieure en tant qu'indépendant de 2 écoles d'ostéo. Je pense que des bons ostéopathes, on en a plein. Des bons cliniciens, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est un peu tranchant comme avis, mais je pense que des gens qui sont capables de faire des belles manipulations, de ressentir certaines choses et tout, il y en a plein sur le papier. Par contre, des bons cliniciens, je parle dans le côté ostéo, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, un vétérinaire, en fait, va pas être contre l'ostéopathie ou un médecin non plus forcément, mais plutôt va être contre leur retard de diagnostic. Et moi, quand j'enseigne un petit peu là-dedans, c'est mon point de mer, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être en première intention, de ne pas être sous référé vétérinaire ou sous référé de médecin. Et pour garder cette chance-là et éviter le retard de diagnostic, en fait, il faut être quoi? Il faut être bon CME, il faut être bon examen clinique. Et nos fameux red flags ou orange flags, il faut les avoir en tête. Et c'est ce qui manquait un petit peu là-dedans aujourd'hui, sur des cliniciens qui vont dire c'est une ouvert qui est coincée, alors que le poil se trouve, il est fourbu, et puis on aurait dû référer plutôt. C'est un peu ça. Faut vraiment, je pense, étayer un petit peu cette démarche scientifique, cet examen clinique, parce que des ostéos, on en a bien assez, des bons ostéopathes, on en a bien assez, mais corréler ostéopathie et les cliniciens, c'est ce qui manque un petit peu, je pense.
Il faut réussir à s'ouvrir un peu et sortir du bulle ostéo. Ah, complètement, à 1000%. Et ça bouge un petit peu dans les écoles, avec on demande des stages avec les vétos, avec des vétos qui enseignent des cours de diagnostic différentiel. Bosser aussi beaucoup. Les étudiants, souvent, ils vont apprendre les pathos, de prendre les guillemets, telle signe clinique, telle définition. Peut-être aussi apprendre à le bosser en l'autre sens, parce que sur le terrain, in fine, on va recueillir des signes cliniques et des symptômes. Il faut qu'on pense à réfléchir en fonction du spectre de pathologie qu'on a en tête. Donc aussi réfléchir en l'autre sens. Mais c'est ce qui manquerait, je pense, aujourd'hui. Et finalement, au final, pour la sécurité du patient, parce que un ostéopathe qui provoque un retard diagnostic, c'est une perte de chance pour le patient. Ouais. Alors oui, sur une boiterie, c'est pas vital. On soit un cheval qui est boiteux, même s'il y a une semaine de retard sur une tendinopathie, s'il n'est pas en train de charbonner pendant la semaine en cours, c'est pas très grave. Après, c'est sûr qu'en humain, on a des choses beaucoup plus touchy sur des fois des douleurs lombaires un peu diffuses qui peuvent être des douleurs projetées d'un cancer du pancréas, des douleurs, l'autre fois j'ai eu un cas là-dessus justement sur des dérives thérapeutiques où le patient avait un problème de hanche et l'ostéo, l'ipsoas, en fait c'était une ostéonécrose de la tête fémorale, des choses comme ça, il y en a plein et on peut en citer des dizaines de milliers. Donc j'entends le corps médical qui tape sur les doigts des ostéos, mais à partir du moment où on freine un peu correctement, qu'on réfère au bon moment, là on pourra tous travailler correctement. Ouais, tout ça. Complètement. Mais la petite question dernière, est-ce qu'il y a des recherches que tu aimerais bien qu'il y ait des gens qui fassent, en fait, qui t'intéresseraient, soit dans le domaine humain, soit dans le domaine des animaux? Animaux, on pourrait déjà en faire tout court. Commencer les recherches. On pourrait commencer. Mais pareil, elles ne vont pas être évidentes parce que déjà en humain, on a de la peine. Comme je vous disais, on peut pas, je pense, au vu de mes connaissances, peut-être qu'il y aura des collègues beaucoup plus pointus là-dessus, mais on peut pas... comment on pourrait dire ça, aller chercher l'ostéopathie avec un grand O. Donc je pense qu'il faudra isoler des formes de techniques, des formes de prise en charge. Mais c'est sûr qu'on peut tout doucement l'amener en OA. Il y a 2-3 tests vétos qui commencent à parler un petit peu d'ostéopathie. L'autre fois, j'ai eu une véto qui faisait cette thèse sur la biorésonance. Il y a quand même une forme d'ouverture sur la recherche. Mais comme on disait, les thèses, on est vraiment tout en bas de la pyramide des preuves scientifiques. Donc après, pourquoi pas, je crois qu'il y a des études un petit peu en élevage laitier aussi. Il commence à des cas d'études transversales justement sur l'impact. Mais pareil, là, ça répond un petit peu à ce qu'on disait. Je ne pense pas qu'on augmente la production laitière avec l'ostéopathie. Les études montrent qu'en fait, on améliore finalement la douleur, donc la qualité de vie des animaux, donc elle augmente la production laitière là-dessus. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut que ça bouge un petit peu. Mais c'est sûr qu'après, il y a tout ce qui est financement. Et puis en ostéo animal, clairement, on le voit un petit peu dans la sémantique, dans les formations. Et puis forcément, dans l'enseignement derrière, on a un petit peu de retard sur l'humain. Donc à mon avis, il faut qu'on avance tout doucement en humaine. Après, en bovin, il y a aussi, j'avais lu une étude récente, c'est une thèse, qui parlait de l'impact de l'ostéopathie sur les muscles adjacents du système digestif, donc sur le péristaltisme du système digestif, et ce qui permettait une meilleure digestion, donc une meilleure assimilation, donc une grosse production laitière. Intéressant que tu soulèves l'ostéopathie viscérale, parce que pareil, elle est vachement critiquée. Oui. Dans mes connaissances, les dernières études ont démontré que déjà on n'était pas du tout spécifique. Ça, il faut en avoir notion. Donc, je suis un peu dérangé par le fait qu'on traite un pancréas chez un cheval. Il y a, je sais pas, 600 kg de masse entre nous deux mains, ou des reins, ou des choses comme ça. Les dernières études en viscéral ont démontré donc clairement qu'on n'est pas du tout sur les structures. Il y a au moins 50% de variation anatomique au niveau viscéral. Donc clairement, on n'est pas sur les structures. Par contre, je crois qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y avait quand même un effet un petit peu sur le système parasympathique, si je ne me trompe pas dans ce qui avait été démontré. Donc en fait, on a un effet un peu de border bien-être sur l'ostéopathie viscérale. Donc oui, on peut clairement faire de l'ostéopathie viscérale, mais parler de notre discours, il faut arrêter de dire qu'on a traité un collant. Un collant de cheval, ça fait 1m20 de long. Enfin pardon, un sécom de cheval, ça fait 1m20 de long, ça doit faire 100 kg. Travailler un sécom, comme on l'entend, viscéral sur les moyens d'union, je pense qu'on est un petit peu, si on reste un petit peu carte, c'est-à-dire on va faire un peu de physique, c'est pas possible. Par contre, d'avoir un effet de zone par le toucher thérapeutique, on sait que le toucher thérapeutique est bénéfique et apporte de la modulation de la douleur. Donc sur le viscéral, on peut jouer. Et donc en effet, ça peut répondre à ta question au module de la douleur. On travaille finalement sur un toucher thérapeutique au niveau viscéral, donc in fine, est-ce qu'on n'a pas une conséquence sur la digestion utile de ça? Mais c'est pareil, il faut faire attention à la sémantique qu'on utilise par rapport à ça. Si on veut rester un peu plus BP dans notre façon de s'exprimer ou de pratiquer. Okay. Mais viscéral, je crois qu'il y a des études au Canada là, qui sont en cours sur l'ostéopathie viscérale assez sérieuses. J'ai pas toute la finalité, mais on n'a pas d'effet spécifique dans tous les cas, ça c'est sûr. L'histoire en humaine, on nous a travaillé un peu l'angle, la DJ, la joc, tout ça, tous les points entrée, sortie de l'estomac, du duodénum et autres.
on se rend compte qu'on est souvent, quand il y a des contrôles sous échographique, qu'on n'est pas du tout sur les structures, et qu'on n'a pas d'effet locaux. On a vraiment un effet non spécifique global là-dessus. Mais par contre, c'est pour ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Vous voyez, dans mon discours, même s'il est très catégorique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'outils pour ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on change la façon dont on en parle et la façon dont on présente les choses aux clients ou au monde médical. Mais par contre, on est à notre place, même si l'ATM c'est 15% d'une séance, si je fais la mal au dos, puis que dans nos discours, on a réussi à changer le schéma de monte, on a réussi à moduler la douleur à 15% de la séance par notre tract thérapeutique, et d'ailleurs on a filé des conseils cavaliers, et puis qu'on a pu écarter une mésothérapie, une infiltration, de jackpot. Il n'y a pas de... faut qu'on reste un petit peu modeste là-dessus, et ça veut pas dire qu'on fait rien, mais il faut qu'on l'explique différemment. Oui, on soit plus scientifique dans le Dans nos verbalisations, dans l'explication, et puis indirectement du coup, dans la pratique qu'on découvre. Ok, parfait. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, c'est tout bien. Parfait. Merci en tout cas. Non, c'était très bien. Je sais que ça va scinder un petit peu les esprits. Après, c'est pas de prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais je pense que c'est d'ouvrir l'esprit critique et d'essayer de sortir un petit peu des rangs d'enseignement et de se dire ok, on prend un esprit critique, ça bouge, les choses bougent, la recherche elle bouge. Peut-être que dans 10 ans, on va dire tiens, on a peut-être trouvé quelque chose et mon discours changera. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas fermé à ça. C'est plutôt d'avoir des appuis sérieux pour derrière pouvoir donner des réponses sans tromper un petit peu pas tromper, mais en étant carré en fait sur la réponse et avoir une preuve scientifique en fait. Et donc je pense qu'il faut garder cet esprit critique là. Après, ça veut pas dire que je m'interdis à faire du viscéral et que je fais tout péter de A à Z. C'est pas ça. C'est juste que dans ma façon de présenter les choses aux clients, j'essaie d'être le plus subjectif possible. Non, mais Voilà. c'était un épisode intéressant et Oui, puis ça permet Merci à vous. d'ouvrir, enfin déjà d'expliquer à tous les gens ostéopathes, donc tous les clients, tous les propriétaires d'animaux qui nous écoutent, de pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe et puis de leur permettre un choix plus éclairé aussi au quotidien. Complètement. Oui, tous les scientifiques qui veulent faire des études. C'est le moment. C'est le moment de commencer avec l'IA et puis des imageries, tout ça, mettre tout ça en place. Des protocoles, mais ça va bouger, je pense. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va finir par arriver. Ok, parfait. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous en tout cas. Du coup, je vous laisse de nouveau mettre un petit pouce en haut. Ça nous aide beaucoup, en tout cas, pour la suite. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt. Thank you.